Je vais vous résumer ce livre, Vitamine D, mode d'emploi. Un petit livre de 128 pages, écrit de manière assez facile à aborder, bien compartimenté par des petits chapitres, et donc écrit par Brigitte Haussin, qui est médecin formée en micronutrition. Donc voilà le sommaire, on va aborder brièvement chacun de ces points. Donc la première partie, c'est, et à la fin je donnerai mes conclusions personnelles, puisque c'est un livre qui date de 2011, donc il n'est pas si ancien que ça, mais effectivement on a encore appris des choses depuis. Donc le premier chapitre, c'est la vitamine D, déjà de bien comprendre ce que c'est. Donc vitamine ou hormone, on entend parler des deux. Déjà elle est liposoluble, et en fait elle est synthétisée par les rayons UVB au niveau des couches profondes de la peau. Alors un petit schéma là pour expliquer un peu mieux le fonctionnement. Donc on voit ici effectivement les dermes épidermes avec, on va avoir un précurseur à la vitamine D qui sera dérivé du cholestérol, qui va être dans la première couche de la peau, et les UVB vont pouvoir synthétiser cette première étape qui s'appelle la D3, là, qui va être transportée dans la circulation sanguine. Et cette D3 va passer deux étapes de transformation. La première dans le foie, pour devenir de la 25OH D3, là, à retenir, puisque c'est ça qui va être dosé en finale dans les analyses sanguines. Et une deuxième étape importante, dans les reins, voire dans certaines cellules, pour devenir la forme la plus active de la vitamine D, le calcitriol. On a aussi une autre voie d'apport de vitamine D par l'alimentation. Et dans ce cas, on va avoir de la vitamine D3 qui va se retrouver via l'intestin dans la circulation sanguine pour suivre le même type de schéma de transformation par la suite. Il faut savoir que cette vitamine D dans une cellule, elle est capable de stimuler plus de 400 gènes. Et c'est là où on continue d'en découvrir tous les jours. Et ces gènes vont entre autres activer la synthèse de protéines. Donc cette vitamine est importante. Alors vitamine parce qu'elle peut être apportée par l'alimentation. Et puis une carence peut entraîner des maladies. Et enfin, vu aussi comme une hormone parce que c'est aussi un messager chimique qui peut agir à distance sur des récepteurs spécifiques. Donc cette vitamine D, à quoi contribue-t-elle? Eh bien à beaucoup de choses. Donc là, dans ce chapitre-là, elle va détailler beaucoup de choses. Je vais en passer certains. Donc bien sûr, la structure osseuse, c'est la chose la plus connue. La vitamine D favorise l'absorption du calcium, mais aussi du phosphore, du magnésium et d'autres oligo-éléments. Au niveau des intestins, donc c'est assez essentiel puisqu'effectivement, on parle souvent de manques qui sont souvent des manques liés à des problèmes d'absorption. Donc la vitamine D rentre bien en compte dans ces phénomènes d'absorption. Elle va aussi réguler la fixation dans les os des différents minéraux. Elle va, et ça c'est capital, intervenir dans les étapes de destruction-reconstruction de la structure osseuse. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais effectivement une bonne structure osseuse va passer la plupart du temps par des destructions et des reconstructions. Donc c'est des mécanismes qui sont complexes, pas bien compris encore, mais la vitamine D a un rôle important dans ces étapes. Il faut savoir qu'avec un bon taux de vitamine D, les apports en calcium peuvent du coup être diminués. Un autre chapitre sur les chutes en final, puisqu'on sait que les personnes plus âgées, on va dire, ont parfois des fractures qu'on va mettre sur le compte du calcium. Et bien en fait, la vitamine D se retrouve plus citée comme importante que le calcium, parce qu'entre autres, la force musculaire et le volume musculaire est aussi lié à un bon taux de vitamine D. Et bien sûr, c'est ce qui va intervenir dans les chutes. Ils ont fait des tests sur des personnes de plus de 75 ans en mettant de la vitamine D en supplémentation supérieure aux recommandations françaises et ils ont trouvé 19 chutes de moins. C'est quand même pas rien. Donc un impact aussi sur les dents et les articulations avec moins de douleur. Au niveau des cancers, des études ont montré que des plus faibles taux de vitamine D augmentaient la gravité de certains cancers. Voilà, et on a remarqué aussi que depuis 1980, les cancers sont plus fréquents dans les zones qui sont les moins ensoleillées. En 2010 aussi, une corrélation entre cancer du sein et des taux bas de vitamine D.
Alors, par rapport au cancer de la peau, qui peut toujours être du coup, parce qu'on va parler du soleil, bien sûr, il faut savoir que la synthèse s'arrête au niveau de la peau quand le corps commence à rougir. Donc, bien sûr, la première consigne, c'est ne jamais s'exposer au soleil jusqu'au rougissement de la peau. Il faut absolument s'arrêter avant. Et puis, on a aussi remarqué que ce sont les personnes qui ont un taux de vitamine D le plus haut qui ont les formes les moins graves de mélanome. Donc a priori, au niveau cancer de peau, le soleil n'est pas, on va dire, un problème à partir du moment où on respecte les principes de base avec une exposition contrôlée, sans rougissement, de préférence quotidienne. Alors c'est facile à dire, il faut déjà qu'il y en ait, mais même à travers le soleil, on a une exposition. Il suffit de prendre une pause au soleil, par exemple, se forcer à sortir dehors, ce qui aura beaucoup d'intérêt par ailleurs, et le tour est joué. Au niveau de l'immunité, un point essentiel, parce qu'en final, l'immunité, surtout en hiver, voire en période d'infection virale, c'est un sujet assez essentiel. Elle est des fois citée comme un antibiotique naturel, ce qui est une appellation, je trouve, un petit peu exagérée. Par contre, une étude de 2010 a bien montré qu'en l'absence de vitamine D, le système immunitaire ne démarre pas. Le système immunitaire, effectivement, c'est lui qui va savoir gérer ce qui peut rester ou pas en nous. Donc c'est fondamental. Les lymphocytes T doivent trouver de la vitamine D circulante pour lancer leur processus de défense. Voilà, il nous faut absolument avoir assez de vitamine D pour ces processus-là. Et une autre étude a montré que des personnes prenant de la vitamine D avaient moins de grippe que celles qui prenaient un placebo. Donc au niveau immunité, c'est un rôle vraiment essentiel. Pour les maladies auto-immunes aussi, on a montré qu'il fallait des doses suffisantes pour obtenir des résultats, mais qui sont intéressants au niveau de la CEP, des diabètes de type 1, l'eczéma, ou encore de maladies inflammatoires des intestins, d'autant plus fondamentales qu'ils sont capables aussi de gérer l'absorption, comme on a vu auparavant. Des impacts aussi sur le cœur, les vaisseaux. À noter que les reins sont un élément essentiel dans la deuxième transformation, donc il faut qu'ils fonctionnent correctement. Donc, comme le foie, ce sont deux organes à chouchouter, bien sûr. Dans le foie, il y a des récepteurs à la vitamine D qui vont être activés et on va avoir du coup production de substances, transporteurs de produits toxiques. Donc au niveau de la détox, la vitamine D va avoir aussi son rôle. Au niveau du cerveau, un impact, des corrélations entre des taux bas et dépression, Alzheimer, Parkinson. Donc au passage, l'auteur dit qu'on peut se demander si les campagnes d'éviction du soleil n'ont pas eu un impact sur pas mal de problèmes dits de civilisation. Effectivement, on a diabolisé ce pauvre soleil alors qu'il fait très probablement et très certainement partie de notre vie de tous les jours. Sortons dehors pour en profiter. Elle parle aussi de syndrome métabolique, tout ce qui est fertilité, grossesse, un impact dans tout ce qui est reproduction, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Au niveau des yeux aussi, des mélas. Et la thyroïde, le taux d'anticorps dirigé contre la thyroïde sera plus haut quand la vitamine D est plus basse. Donc tout ça, ce sont des corrélations qu'on peut retrouver dans les études qui sont citées en fin du livre. Mais voilà, quand je disais qu'effectivement on en apprend tous les jours, on a beaucoup d'informations sur la vitamine D, avec en final de nombreux récepteurs aussi au niveau de beaucoup de tissus et d'organes du corps, qui font que, effectivement, est-ce qu'on en manque ou pas? Et c'est le chapitre suivant. Donc, on a dit tout à l'heure que le calcifédiol, c'était ce qui était mesuré, donc c'est le 25OH, que vous allez retrouver sur vos analyses sanguines, par exemple. Par contre, c'est le calcitriol qui est la forme la plus active. Par contre, cette forme-là ne peut pas être mesurée facilement parce qu'elle est en quantité dans le sang 1000 fois inférieure, et en plus, elle ne fait pas état du stock. Donc on mesure bien ce qui est intéressant, à savoir ce qui va nous montrer l'état du stock. Par contre, on peut comprendre aussi qu'effectivement, si le rein est déficient, la forme la plus active pourra être du coup elle aussi un peu trop basse. Donc là encore, on est souvent face à une enquête globale avec une analyse fine de chaque personne pour comprendre son fonctionnement général et voir si effectivement elle peut bien bénéficier de la forme active. Alors après, elle nous explique comment interpréter les résultats des analyses de sang, qui vont être exprimés en nanogrammes par millilitre, avec les états de carence, de déficit ou les états normaux.
En final, le taux favorable, ce qu'on a remarqué, c'est qu'une personne qui vit en extérieur est environ à 40 nanogrammes par millilitre, et rarement plus. Donc le taux souhaitable, en plus des différences en fonction des types d'analyse, serait plutôt à viser entre 40 et 45. En tout cas, jamais à descendre en dessous de 30. Alors, comment se procurer de la vitamine D naturellement? Et bien sûr, le premier, c'est le soleil. Le maximum de synthèse via le soleil pour un adulte en une journée, c'est à peu près équivalent à 10 000 UI. Alors UI, les unités internationales, c'est à peu près 1 microgramme de vitamine D. Mais c'est bien l'unité qu'on va trouver sur tout ce qui est complément pour pouvoir rajouter les fameux nanogrammes dans le sang après. Donc la meilleure solution par rapport au soleil, c'est une exposition avec une plus grande surface de peau possible libre au soleil, sur toutes les faces. C'est pas le fait d'être longtemps qui compte, c'est le fait d'avoir la plus grande surface possible. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui évitera aussi les rougissements de peau. Donc dès qu'il fait beau, et c'est possible dès le mois de février quand on a des belles journées, hein, même si les rayons ont une incidence qui n'est pas la plus favorable, on peut s'exposer le plus souvent possible et ça sera vraiment la meilleure solution. Les crèmes solaires, elle en parle. Bon, en résumé, la protection est incomplète. En plus, on va avoir une perturbation par rapport à une exposition normale. En plus, c'est un polluant pour l'environnement. Donc, en final, avec une bonne exposition, on doit pouvoir s'en passer. C'est à réserver pour les moments où on ne peut pas faire autrement. Pour le reste, par rapport à notre source de vitamine D, le mieux, c'est sans crème solaire pour des périodes courtes. En été, bien sûr, c'est le mieux. Au passage, il faut savoir que la vitamine D est stockée dans les graisses et dans les muscles pour l'hiver sur une durée de 2 à 3 mois. Donc là encore, ça peut dépendre aussi de l'hygiène de vie de chacun. Mais du coup, quand on a une exposition suffisamment longue, même dans des périodes intermédiaires, on sait qu'on va pouvoir reconstituer un peu nos stocks. Elle nous parle des types de peau. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, elle a des tableaux là-dessus, juste pour retenir qu'un phototype moyen qui s'expose au soleil, bras et jambes découverts pendant 15 minutes, permet d'obtenir un équivalent d'environ 3000 UI. Donc sur les conseils qu'elle donne après sur combien de temps rester au soleil, bien sûr, là encore, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'indice UV, ça va dépendre de la période dans l'année. En tout cas, la consigne est toujours la même. On ne laisse pas rougir la peau. Des expositions brèves entre 10h et 14h, heure solaire, eh bien, au final, c'est la meilleure solution. Donc, exposition brève. Et 10 minutes par jour, bras et jambes peuvent suffire si on s'expose quasiment tous les jours. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc, si on ne s'expose pas tous les jours, eh ben, on maximise la surface exposée et qu'on essaie de répéter quand même assez souvent. 5 à 10 minutes peuvent suffire si on est sur des grandes surfaces. Les apports alimentaires, parce qu'ils existent, donc surtout au niveau des poissons gras, par exemple des huîtres ou des jaunes d'œufs, le saumon sauvage est 4 fois plus élevé en vitamine D que le saumon d'élevage. Donc dans ce tableau, on peut voir différentes sources alimentaires de vitamine D avec les différents chiffres. L'auteur insiste beaucoup en parlant d'animaux élevés en plein air. Quand on mesure la vitamine D dans nos sources alimentaires, on va se rendre compte qu'une fois de plus, on retombe sur les mêmes conseils de pouvoir avoir des animaux qui sont élevés en plein air dans des bonnes conditions. Et c'est là où on va pouvoir maximiser les apports en vitamine D. Alors, doit-on se supplémenter en vitamine D? Est-ce que l'alimentation peut suffire? On insiste aussi pour dire que les poissons, même si c'est intéressant, les poissons, on conseille de ne pas trop en manger non plus pour différentes raisons, mais entre autres aussi pour la présence de métaux liés aux pollutions diverses qui font que ça serait dommage de se charger en métaux en mangeant trop de poissons. Donc c'est pas forcément la solution conseillée. On peut bien sûr faire un dosage sanguin, 1 à 2 fois par an, ça permet du coup de savoir un peu comment on se situe, en tout cas au niveau de nos stocks, de savoir si le foie fait bien son travail et si on a un stock suffisant. Maintenant, ça ne fera pas tout non plus, puisqu'il y a le rein qui va intervenir en deuxième étape. Donc 1500 UI tous les jours ou 10 500 par semaine donneront un même taux sanguin 2 mois après. Ça, c'est des indications intéressantes aussi pour se rappeler qu'on a effectivement une notion de stockage. Après, elle dit que 500 000 UI n'est pas physiologique.
Par exemple, des femmes âgées ayant pris cette dose annuelle pendant 3 ans avec des risques de fracture qui augmentaient de 15%. Donc les maxi-doses sont, on va dire, assez déconseillées au niveau assimilation. On ne sait pas bien comment ça se passe et on peut voir qu'il y a même des effets inverses à ce qu'on souhaite. Donc, après, donc, tout un chapitre sur les doses autorisées, enfin en tout cas conseillées par les autorités de santé. Là, c'est compliqué et puis ça peut nous faire se poser des questions. Par exemple, l'agence française, l'AFSAP, avait divisé en 2001 par 2 les apports qui avaient été conseillés. J'ai pas bien compris pourquoi, surtout quand on voit au niveau du Canada, par exemple, qui conseille des doses plus élevées. Donc là, il y a beaucoup de discussions autour de ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Elle a un chapitre aussi où elle parle des doses conseillées par les experts. Bon, beaucoup de chiffres là encore, c'est intéressant parce que elle donne des conseils par rapport au taux sanguin, quels pourraient être les apports. Donc là encore, ça va dépendre de chacun. Il est à souligner quand même que seul un quart de la population française a un taux qui est supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. Seulement un quart. Donc en gros, les 3 quarts sont potentiellement carencés. On va parler de toxicité aussi, parce qu'effectivement, on entend parler que des trop hauts de compléments sont toxiques. Alors effectivement, on parle de cas exceptionnels d'intoxication pour des doses entre 50 000 et 150 000 UI par jour pendant une longue période. Donc on voit, ce sont des chiffres très élevés et pendant très longtemps. Ce sont des risques entre autres de calcification, vaisseaux sanguins, etc. mais qui existent aussi pour des taux sanguins trop bas. Donc le sujet n'est pas simple. Du coup, une fois de plus, ça sera en fonction des personnes. Ce qu'on peut dire, c'est que exposés au soleil suffisamment, les taux peuvent rester bas à cause d'insuffisance hépatique ou d'un régime pauvre en graisse. Donc là encore, ça peut dépendre aussi. On peut penser bien faire en prenant ces 1000 UI par jour ou 10 000 par semaine. Mais au final, avoir d'autres aspects physiologiques qui feront qu'on sera carencé. D'où le conseil de faire peut-être une analyse sanguine de temps en temps pour voir où on se situe. Un autre conseil aussi, c'est de prendre la vitamine D en même temps que les graisses. Donc à prendre au cours des repas qui ont le plus gros apport de graisse. Et puis savoir aussi que les médicaments, comme les corticoïdes ou certains médicaments anti-rejet, peuvent détruire la vitamine D. Donc ça peut avoir un impact. Sa conclusion, c'est « Soleil serein, éloigne le médecin ». C'est une citation. En bibliographie, on trouvera plus de 50 études. Ce qui me manque juste, c'est qu'elles ne sont pas forcément référencées par rapport aux différentes affirmations du livre. Donc c'est pas toujours facile d'aller retrouver l'étude qui correspond aux différentes affirmations. Quant à mes conclusions personnelles, eh bien, au final, comme beaucoup de problèmes de santé, on est face à des sujets multifactoriels. On voit différents points de vue dans ce livre qui nous montrent quand même que un bon taux de vitamine D est indispensable pour écarter déjà cette déficience qui intervient dans tellement de sujets que avoir un bon taux de vitamine D, déjà au moins, ça fait un sujet potentiellement en moins. Et comme on sait qu'on est sur du multifactoriel, du coup on peut se dire que c'est vraiment essentiel. Bien sûr, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette vitamine D. Rappelons-nous que les 3 quarts des Français sont inférieurs au taux minimal. Donc allons au soleil, allons dans la nature, pieds nus de temps en temps, etc. Ça va rejoindre aussi beaucoup d'autres sujets, mais c'est chouette parce que tout se rejoint, donc tant mieux. Sur ce point-là, on n'a pas de choses en opposition, donc au moins on sait dans quel sens aller. Donc exposition modérée, répétée, d'avril à octobre c'est sûr, on peut même le faire un peu avant. Là on est au mois de mars, je profite bien du soleil en ce moment, ça reste possible, même quand il fait un peu frais, ça a d'autres aussi intérêt de s'exposer un peu au froid de temps en temps, donc profitons-en. Et puis sans crème solaire, les 15 minutes la première fois et puis augmenter, c'est conseillé aussi par les dermatologues, je les ai questionnés, ils sont d'accord avec ce principe. La crème solaire est à réserver au cas où on ne peut pas faire autrement. Rappelons-nous aussi que tout ce que l'on met sur la peau passe dans la circulation sanguine 20 minutes après. Donc quelque part, si on n'est pas capable de manger notre propre crème solaire, mieux vaut s'abstenir. Donc, tout ce que j'ai pu lire dans ce livre est rejoint par plein d'autres personnes aussi qui font des communications sur la vitamine D.
Franchement, la supplémentation me semble indispensable. Personnellement, c'est le seul supplément que je prends au long cours, on va dire, de novembre à avril, sans faire d'ailleurs d'analyse particulière. Ça me paraît vraiment vraiment important. Et maintenant, ce sont des produits disponibles facilement et qui sont peu chers, donc il y a le choix, que ce soit des sources animales ou végétales. Donc la supplémentation me paraît quand même vraiment quelque chose à faire. Et puis, ben, attention quand même, pour des gens qui auraient, on va dire, des pathologies ou des doutes, à vérifier quand même les taux sanguins en cas d'insuffisance hépatique ou de régime pauvre en graisse aussi. Hein. N'oublions pas que les apports en bonne graisse sont aussi importantes pour notre santé au global. Voilà pour le résumé de ce livre.